Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Une journée marquée encore par les pluies intenses sur le sud du pays. Cette fois, c'est Montpellier et sa région qui sont au cœur du déluge. Il n'y a plus ni bus, ni train, ni avion, mais aucune nouvelle victime n'est à déplorer. Plusieurs milliers de personnes évacuées également en Camargue. Attention, l'alerte est maintenue ce soir dans 11 départements. Ailleurs, c'est plutôt l'accalmie, des crues amorcées dans le Rhône et en Haute-Loire, mais gros dégâts sur les routes. À Marseille, Jacques Chirac assure les sinistrés de la solidarité de la nation. L'autre actualité de cette journée, ce procès sous tension à Draguignan. Un père de famille est jugé pour avoir tué un homme que sa fille accusait de viol. Interrogé à l'ouverture de l'audience, il a indiqué regretter son geste. La stratégie du harcèlement à Abidjan, des centaines de manifestants proches du président Gbagbo ont repris leur manifestation contre la présence de troupes françaises. Nouveaux affrontements avec la police. Enfin, cette étude de grande ampleur sur la douleur, migraine ou mal de dos. Un Français sur 6 souffre de façon chronique. Beaucoup ne sont jamais traités ni soignés. Ce soir encore, c'est donc au déluge qui s'abat sur le sud de la France que nous consacrons une grande partie de ce journal. Pour commencer et pour en prendre la mesure, voyez ces images saisissantes tournées par l'une de nos équipes qui a pu sillonner la région en hélicoptère, de Montpellier paralysé par les trompes d'eau à Avignon, en passant par les faubourgs de Nîmes. Nathalie Jourdan, Raymond Chaplard. En panne, au milieu de nulle part, c'est Montpellier ce soir. Des morceaux de route, ce couple s'est fait prendre au piège. On nous a demandé de rentrer chez nous. J'ai ma mère qui est sur la paillade, on s'est rejoint là-bas, on a essayé de rentrer chez nous ce soir et puis on est bloqué depuis 2 heures de l'après-midi. Une autoroute à l'arrêt, les artères de la ville sont bouchées. Son stade de la Mosson, une gigantesque piscine. Au sol, on ne circule plus, on marche. On est coincé, on peut pas passer. C'est inondé de partout. On annonçait les orages, ils ont été ponctuels. Des pans entiers de la ville en témoignent. L'Hérault sous les flots, le Vaucluse englouti. Voici l'île de la Barthelasse, avalée par le Rhône, près d'Avignon. C'est monté d'un coup hier soir, cette nuit. Brutalement, cette cote d'alerte, le fleuve ne l'atteint qu'une fois tous les 100 ans. Alors Gilbert, combien de flotte? Combien de profondeur? Là, il doit avoir une 80. En bas? En bas? Au plus? Ah oui. On voit plus l'entrée. Ah ben c'est 2 mètres. De l'eau partout, sauf dans les robinets, pas de courant non plus. J'attends le groupe que va m'apporter mon beau-frère. Et après on a l'électricité, on va la télé, on va tout. Voilà. On a toujours vécu comme ça. Comme autant de Mohicans. La débrouille, l'habitude aussi, parce que les crues du Rhône ne surprennent plus les 800 habitants de l'île, elles ne les effraient pas non plus. Il n'y a que si vraiment ça là, comme j'ai ma mère un peu âgée, là, j'appellerai le pompier si vraiment ça rentre dedans, que je resterai moi tout seul, avec les chiens et tout ça. Si le ciel est de la partie, ceux de la Barthelasse pourront sortir de chez eux dans quelques jours, le temps de la décrue, celle qui leur rendra leur île. Comme prévu, le front des orages s'est donc déplacé vers l'ouest, à Montpellier, dans les villes alentours. Il est tombé en quelques heures, l'équivalent de 3 mois de précipitations. Sur place à Moguio, une autre de nos équipes, Christelle Bertrand, Pascal Ponce. Voilà pourquoi la circulation est difficile. L'eau a envahi les bas-côtés et déborde sur les routes. La pluie violente en a surpris plus d'un. En 2 heures, Moguio s'est retrouvé coupé du monde. On y circule à pas hésitants dans les zones encore praticables. Dans ce lotissement, on s'est vite habitué à évacuer, vite habitué à nettoyer, normal. L'eau est montée 3 fois en 2 mois. La maison n'a que 2 ans et on dirait à l'heure actuelle qu'elle a au moins 15 ans. Parce qu'il y a les champignons qui poussent sur les murs. C'est un vrai délice. C'est un petit peu agaçant, quoi. Ça fait 3 fois, maintenant ça commence à être usant. Plane ici une certaine lassitude doublée de fatalisme. Les bulletins d'alerte se succèdent, les gestes deviennent mécaniques. Le ras-le-bol est général. Et on n'a jamais vu autant de pluie que ce qu'il y a en ce moment, quoi. Alors, quelle est la solution? Je ne la connais pas. Il y en a qui vont me la peut-être la donner, interdire la pluie, peut-être, je ne sais pas. À la coopérative viticole transformée en refuge collectif, 200 personnes passent le temps, ruminent dans leur coin en cherchant des solutions. La Valoris, bon, elle devrait être draguée, les digues devraient être consolidées, le pont devrait être plus grand. Bon, il y a pas mal de travaux qui devraient être faits et qui n'ont pas été faits depuis des années et des années.
Ce soir, même si le niveau d'alerte est passé du rouge à l'orange, les secours continuent leur ronde. Ici, l'eau se retire presque aussi vite qu'elle est montée, mais la pluie vient juste de se remettre à tomber. La population reste sur le qui-vive pour cette nuit, car ici, plus personne ne fait confiance à la météo. On va retrouver notre envoyé spécial dans un instant à Montpellier, dans la ville même. Tout s'est arrêté pendant plusieurs heures. Les voitures, les bus, les trains. L'aéroport a évidemment été fermé. Les rues désertées. Amaury Guibert, Stéphane Bretner, Samuel Humez. On devait y jouer un match de football ce soir. Il est logiquement reporté. Le stade de la Mosson à Montpellier est noyé sous 1 mètre d'eau, à l'image d'une ville totalement paralysée. Des pluies diluviennes depuis ce matin et des rues presque désertes. Pas de bus, pas de tramway et pas de train. Le trafic a été interrompu, de nombreuses voies étant submergées. On était bloqués sur la voie, en plein milieu de la voie, sans électricité, avec la pluie qui tombait. C'était un tonnerre, orage, voilà quoi. Ouais, on flippait un peu quoi. Pas très loin de là, Latte se vide au rythme des évacuations. Bernard Garbiot s'est proposé pour faciliter les opérations et le plus dur, c'est souvent de convaincre. Ouais mais attendez, vous avez trois trucs à prendre là, on est passé il y a une demi-heure. On met 2 trucs à l'abri et on s'en va, je vous assure. Mais je vous attends, je vous ai dit que je vous attendais, vous voyez, je suis toujours là. Ce couple a décidé de partir seul. Bernard Garbiot n'attendra pas pour vérifier. Les évacués sont regroupés dans ce gymnase et beaucoup ne comptent pas y rester très longtemps. J'attends que la pluie s'arrête pour rentrer chez moi et aller dormir chez moi tout à l'heure. Je vais peut-être partir là dans 1 heure. Ouais, je vais partir. Je ne vais pas laisser mes animaux là-bas. Des militaires sont venus prêter main forte. Montpellier et sa région espèrent en avoir fini avec la tempête. Une image encore du littoral, pas très loin de là, un peu plus à l'ouest, image de Gruissant dans l'Aude. Météo France annonçait une tempête avec des vagues de 6 à 8 mètres. En fin d'après-midi, la mer était relativement calme, vous le voyez, mais la plus extrême prudence est bien sûr recommandée. Sur place, maintenant à Montpellier, nous retrouvons Stéphane Bretner en direct. Est-ce qu'on a le sentiment, Stéphane, ce soir, que le pire est passé ? Oh bah écoutez, cela ne fait aucun doute parce qu'on a vécu une journée un petit peu folle aujourd'hui à Montpellier. En fin d'après-midi, on attendait des pluies aussi abondantes que celles de ce matin. Elles ne sont pas venues, ce qui a rassuré tout le monde. Alors tout à l'heure, nous avons sillonné un petit peu les rues de Montpellier. Inutile de vous dire que la ville n'est pas très agitée. Elle est même pratiquement déserte. Apparemment, les Montpelliérains ont respecté les consignes de prudence qui avaient été données ce matin. Alors en ce qui concerne la météo, il y a à peu près moins d'1 heure, nous sommes passés d'alerte rouge à alerte orange. Des pluies sont prévues cette nuit, mais bien évidemment rien à voir avec celle que nous avons connue aujourd'hui. Enfin, ce matin, tout le monde disait Montpellier, ville coupée du monde. Et bien demain, elle devrait retrouver une vie normale. Merci Stéphane, et nous vous retrouvons si besoin à la fin de ce journal. Un peu plus à l'est maintenant, autre département où la situation était très critique aujourd'hui, le Gard et le Vaucluse. Le Gard d'abord avec plusieurs milliers d'évacuations en Camargue où une digue au moins a cédé. Reportage Caroline Gauthier. Il y a du monde, monsieur, chez vous ou pas? On est en train de monter les voitures devant la maison. Et vous pouvez sortir par où, là? Par là. Il y a une habitation à... Monsieur, il faut partir, hein. Il va falloir évacuer parce que dans pas longtemps, vous ne pouvez plus sortir. Une digue protégeait jusque-là ses habitations. Elle vient de céder. L'eau s'engouffre dans la brèche. Ici, il est déjà trop tard. Ah, j'ai 75 ans que j'habite ici. Je ne l'ai jamais vu dans la maison, mais cette fois-ci, il va y en avoir. Et là, apparemment, il paraît que c'est une crue importante et donc on va partir. Eux se sont laissés convaincre, mais leurs voisins ne veulent rien entendre. Ça sert à rien de rester là, madame. Oui, ça changera rien aux données. Hein. Il est alors midi, le chemin est encore praticable, mais moins d'1 heure plus tard, seules les barques circulent. L'eau monte, à vue d'œil. Non loin de là, une manade, elle aussi prise au piège. Olivier Fernet n'a pas eu le temps d'évacuer son élevage. On se fait du souci parce qu'on se demande la nuit qu'ils vont passer, quoi. Et on peut pas faire au plus vite et on se retrouve vraiment coincé et impuissant devant tant d'eau. Un peu partout en Camargue, il faut renforcer les digues. L'eau s'apprête à les submerger, comme ici à Fourques, où le débit du Rhône atteint plus de 12 000 mètres cubes secondes. Ça semble stabilisé, mais les services d'annonce de crue ne promettent pas quelque chose de certifié, voilà, en disant ça ne montera plus. On est dans le doute. Ce matin, les 2600 habitants avaient déserté leur village au cas où. Le risque n'ayant pas disparu,
Les rues resteront désertes cette nuit. Et toujours dans le Gard, mais un peu plus au nord, le village d'Aramon qui a payé un lourd tribut aux intempéries l'an dernier a de nouveau été évacué en quasi-totalité. Évacuation préventive qui a touché 2000 personnes au total. Ce sont donc quasiment 10 000 personnes qui ont été mises à l'abri dans le département. Direction le Vaucluse maintenant. Et pour commencer, cette séquence qui permet de comprendre comment dans ces circonstances une situation peut basculer à tout moment. Situation vécue par deux de nos reporters, Francis Mazoyer et Jean-François Bramard. Leur barque emportée par le courant a chaviré. Tout s'est joué en quelques secondes. Voici leur reportage. Il est 9 h du matin. Je suis dans cette barque avec Jean-François Bramard, caméraman de France 2 et un reporter d'LCI. Là, on a le courant, là, sinon on est embarqué là-bas. Déjà, les pompiers sont inquiets. Le Rhône a largement dépassé sa cote d'alerte. Le courant est très fort, trop fort. Soudain, le canot dérive vers les arbres. Et c'est le choc. C'est bon. Bloque-le. Allez, prends mon bois. Soudain, je me retrouve dans l'eau glaciale. Elle est profonde, 2,50 m, peut-être 3. Attention. Mazoyer, remonte là. Remontez sur la barque, là. Attends, c'est bon, il y a tout le monde. Je te tiens. Vas-y, sors. Mazoyer, vite. Un seul objectif, ne pas paniquer. Remonter sur la barque. Il y en a qui savent nager là ou personne ne sait nager? Les gilets de sauvetage, il ne faut même pas y penser. Ce pompier fait preuve d'un sang-froid remarquable, mais sa radio ne marche plus. Tu me reçois? Au loin, un hélicoptère de l'armée. Le pilote ne nous repère pas tout de suite. Deuxième passage, et l'espoir enfin. Les plongeurs descendent au bout d'un filin. Même ces hommes chevronnés sont surpris par le courant, d'une rare intensité. Ce sourire ne suffit pas pour nous rassurer. Ça y est, ils vont nous tirer de là les uns après les autres. Le reporter d'LCI n'en peut plus, il sera sauvé, comme notre caméraman qui continue de filmer. Les pompiers seront les derniers à remonter dans l'hélicoptère. Voilà, ils sont sains et saufs et on est content pour eux, mais rappelons le bilan de ces 2 jours d'inondation, 5 morts, puisque les corps sans vie des 2 personnes disparues ont été retrouvés aujourd'hui. On reste dans le Vaucluse et dans le Var, ou encore les Bouches-du-Rhône, où la situation s'est tout de même améliorée ces dernières heures, mais il a fallu procéder la nuit dernière et dans la matinée à des centaines d'évacuations. Florence Bouquilla. Cette mère de famille, sans nouvelles de son enfant, a vécu des heures de folle inquiétude. 50 cm d'eau et des routes impraticables les ont séparés. Les sapeurs-pompiers du Var ont organisé les retrouvailles. Dans le Vaucluse, le village de Bédaride s'est noyé doucement. Toute la nuit, les pompiers ont patrouillé en centre-ville, en canot ou à la nage. Leur crainte, que des habitants refusent de quitter leur habitation au péril de leur vie. Quelques lueurs dans la nuit, les lampes torches des secours et des habitants prévoyants qui en ont déjà vu d'autres. En 10 ans, cette maison a été inondée à 5 reprises. Mais elle a tenu le coup. Cette fois, ses propriétaires sont écœurés. Depuis hier, on se bat et finalement, la maison, elle prend l'eau de partout. C'est une éponge. Donc elle nous a trahis. Ouais. On a tout fait et elle prend l'eau quand même. Dans le Vaucluse, toujours, le village de Caderousse s'est transformé en île. Pour l'instant, la digue qui l'entoure protège ses habitants, mais jusqu'à quand? Le Rhône continue ici à monter. Et les militaires sont venus en renfort pour ramener sur la terre ferme ceux qui ont la malchance d'habiter la commune voisine. Dramatique. Le chien. Il n'y a pas d'autre mot. Dans le Gard, Sommières vit dans l'attente, celle du pire que le village a déjà connu en septembre 2002.
Comme alors, le Vidourle monte, plus d'1,50 m d'eau dans les rues du centre-ville. Les commerçants inaugurent des bâtards d'eau gonflables, censés les protéger de la crue. Ça fuit un tout petit peu là, dans les angles, là, ça manque un peu de joint, mais bon, ça, pour l'instant ça fait quand même un petit peu barrage. En fin d'après-midi, les habitants de Sommières se sont calfeutrés chez eux. Ils s'apprêtent à passer une nuit blanche de plus. Voilà, on parlait du Var, et bien l'alerte météo est maintenue, des vents violents soufflent en ce moment. Image ici tournée à Aguet sur la commune de Saint-Raphaël où le vent d'Est a été mesuré à plus de 120 km/h avec une mer démontée. La situation est la même sur tout le littoral varois. Image envoyée par nos correspondants Olivier Théron et Frédéric Cerulli. La plus grande prudence est donc recommandée. Et puis cette houle a aussi eu des conséquences à quelques dizaines de kilomètres plus à l'est pour le porte-avions Clémenceau. Nouveaux ennuis pour le bâtiment qui a rompu ses amarres au large d'hier. Il menaçait donc de s'échouer. Il a été pris en remorque et mené en haute mer. Ailleurs, l'heure est au nettoyage. Jacques Chirac s'est rendu tout à l'heure dans les Bouches-du-Rhône pour s'adresser aux sinistrés. Reportage Arnaud Boutet, Didier Rancoeur. Un fanion pour le protocole et 3 couleurs pour le symbole. Pour bien marquer sa préoccupation, Jacques Chirac ne vient pas seul. À sa demande, 2 ministres l'accompagnent lors de cette visite qui va durer moins d'1 heure. Le gouvernement débloque 12 millions d'euros pour les départements du Sud-Est. Au centre de coordination des secours, Jacques Chirac encourage les milliers de sauveteurs et il lance un message. Je voudrais d'abord penser aux victimes et en particulier à ceux qui ont tout perdu, qui ont dû être évacués, et je voudrais leur dire qu'ils peuvent compter sur la solidarité de la nation. Dans quelques jours, chaque département disposera d'une cellule pour faciliter les indemnisations. Mais en attendant, il faut évacuer les zones sinistrées. Moi, je préfère qu'on évacue trop, plutôt qu'on évacue trop tard. Le Queen Mary, les inondations, lors de chaque catastrophe, Jacques Chirac tient désormais à se déplacer. Et cela, quelques mois après la canicule, son silence lui avait alors été reproché. Marseille, où les dégâts sont importants, on a sorti les seaux, les pelles et les balais. Les agents de l'équipement sont également à l'œuvre pour rétablir les lignes téléphoniques endommagées hier. Image de nos correspondants Yannick Aroussi et Michel Commun. À Calmy également, plus au nord, dans la vallée du Rhône, la décrue est annoncée, mais les dégâts sont importants sur les routes et les autoroutes, notamment. Benoît Guédret, Thierry Monnier. C'est l'histoire d'une rupture qui finit bien, l'histoire d'un routier miraculé. Au volant de son camion, Daniel Martinière s'est engagé tôt ce matin sur un pont de Givors. Il n'a jamais atteint l'autre rive. Et arrivé sur le pont, j'ai vu que sur le côté, c'était légèrement affaissé. Et à ce moment-là, le pont s'est écroulé. Et voilà. Il y a eu une grosse frayeur. Parce que là, je me suis vu partir. Le camion a resté accroché, mais c'est vrai que j'avais vraiment peur. Le Gier, d'ordinaire une rivière tranquille, s'est transformé en torrent dévastateur. Le pont en a fait les frais, mais aussi plus en amont, l'autoroute Lyon-Saint-Étienne, un axe majeur emprunté chaque jour par 80 000 usagers. À 2 endroits différents, la chaussée s'est affaissée. L'autoroute risque d'être coupée à un sacré moment parce que bon, vu le trafic qu'on a, les poids lourds, on ne peut même pas faire rouler sur une seule voie, là c'est trop dangereux. Autre victime, le garage chargé des dépannages sur l'autoroute A47. On a été obligé de partir nous pour pas se faire emmener, quoi. Le garagiste et ses employés ont juste eu le temps de fuir, laissant derrière eux une partie des véhicules. On a perdu 5-6 camions et 4 voitures. 5-6 camions qui sont où alors? Ils sont partis dans le Gier puis dans le Rhône. La route endommagée mais aussi le rail. La ligne Saint-Étienne-Lyon est interrompue depuis 24 heures. Le Gier, là aussi, a creusé le talus. Une partie du ballast a filé dans la rivière. Sur Lyon, on sait que c'est bloqué. Une journée galère pour les usagers de la SNCF. Aucun train aujourd'hui au départ de la gare de Saint-Étienne. Première fois que je vois un tableau absolument muet au départ de Saint-Étienne. Ça n'arrive jamais. Ça n'est jamais arrivé depuis 20 ans que je prends le train. Le trafic entre Lyon et Saint-Étienne devrait reprendre très progressivement demain sur une seule des 2 voies. Et un peu partout dans la région, l'heure est à l'évaluation des sinistres. Hier, nos correspondants Didier Guyot et Jean-Pierre Rivalin nous avaient envoyé des images impressionnantes d'une usine envahie par les eaux à Tarare, dans les monts du Lyonnais. Ils sont retournés sur place. Voici leur reportage. En quoi? En 10 minutes, c'est tout lâché, c'est la rivière de Lâche, je pense. 10h30 hier à Tarare, la rivière Turdine déborde tout à coup et le parking de cette teinturée est submergé, les voitures prises au piège. Retour aujourd'hui au même endroit. Les voitures épaves sont enlevées, le parking ne ressemble plus à rien.
Là, on est en train de travailler de façon à sécuriser au niveau de la rivière pour éviter qu'on soit de nouveau inondé. L'eau est partie, mais pour Xavier Prel, le directeur de la teinturerie, les difficultés sont loin d'être terminées. Pas d'électricité, pas de téléphone, et cette boue qui a tout envahi et tout sali. Sans oublier les moteurs qui ne marchent plus. On aperçoit que le niveau est monté jusque là. Il va falloir tout vérifier, la reprise est encore loin, le coût financier important. Ça veut dire que c'est des moteurs qu'il faut donc nettoyer? Qu'il faut démonter, qu'il faut reconditionner entièrement et repasser en étuve pour pouvoir les remonter lundi. Tout nettoyer, sauver ce qui peut être sauvé plus bas dans la vallée à Lausanne, ce sont cette fois-ci des particuliers qui constatent les dégâts. Ici hier, 500 personnes ont été évacuées, les nerfs sont à vif. On nous a demandé de partir hier à 11h. Voilà, on est parti avec un sac à main, tout quoi. Dans le village, pas un bras ne manque pour nettoyer. Il faut enlever cette boue qui colle aux pieds et à tous les objets. Cette solidarité réchauffe le cœur, mais difficile d'oublier certaines images. Ça fait toujours un petit pincement au cœur quand on voit sa voiture noyée, quand on voit son jardin complètement démantibulé. À Lausanne, on respire aujourd'hui, mais on sait que plus bas, dans le sud de la France, le cauchemar ne fait que commencer. Et ce soir, c'est Patrice Drevet qui est avec nous. Bonsoir Patrice. D'abord, très important pour savoir à quoi s'en tenir. Quelles sont les prévisions pour les prochaines heures? Alors, encore des pluies intensives, encore de la tempête, et puis des neiges abondantes. Alors, on va commencer par les pluies. Ça va durer jusqu'à minuit sur le Tarn, l'Aveyron, l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, l'Ariège et la Haute-Garonne. Parlons tempête. En ce moment encore, ça souffle sur les côtes varoises. On l'a vu. Et puis sur les Bouches-du-Rhône, nous l'avons vu, jusqu'à 150 km à l'heure. Jusqu'à minuit, ça va continuer à souffler. Et entre 3h et 6h du matin, ça devrait se calmer en ce qui concerne la tempête. Ne pas oublier des neiges abondantes, des chutes de neige abondantes au-dessus de 700 mètres en Lozère et au-dessus de 800 mètres dans les Pyrénées. Tout ça, ça se calme. Demain matin, il restera encore quelques petites pluies ici ou là sur le sud. Demain, c'est la calmie générale. Demain après-midi, le temps sec et même en cette fin de semaine, soleil. Vous restez avec nous, Patrice, car on va tenter de donner quelques éléments d'appréciation sur la question que chacun a à la bouche. Y a-t-il une accélération, une intensification de ces intempéries ces dernières années? Enquête, Agnès Monteux avec Alban Mikosi. La crue du Rhône atteint ici 7,32 m, ce qui ne s'était pas vu depuis les inondations de 1856. 1944, Avignon. Déjà à l'époque, les inondations dans le sud-est font la une des actualités. Le Palais des Papes a les pieds dans l'eau. Toute la ville est noyée. 5 ans plus tard, ça recommence autour de Cavaillon et d'Arles. Les mêmes endroits qui sont aujourd'hui inondés, toujours à la même époque, l'automne. Les habitants ont dû vivre prisonniers pendant plus de 3 jours. Et depuis, ça n'a pas cessé, bien au contraire. Aujourd'hui, beaucoup ont même l'impression que ces phénomènes s'accélèrent. Je ne pense pas que ce soit dû à la canicule, comme les gens disent, mais bon, c'est peu aussi que ça soit dû à ça. Il doit certainement y avoir un rapport avec quelque chose, parce que c'est pas normal qu'on ait autant de pluie comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ces températures qui ont monté, que, je sais pas, ces évaporations d'eau qui se sont faites cet été? Ce qui est sûr, c'est que cette année, le déluge est effectivement exceptionnel. Par sa durée, plus de 3 jours de pluie quand normalement il ne pleut qu'une journée, et par son étendue, plus de 20 départements touchés. L'explication, une masse d'air froid de haute altitude qui arrive du Groenland, qui rencontre une masse d'air chaude de Méditerranée, et ce sont des orages à répétition sur un front de 100 km. À Météo France, on dit qu'il est trop tôt pour faire un lien avec la canicule, mais le réchauffement de la Méditerranée va effectivement changer le climat. Ce que disent les climatologues, c'est qu'effectivement, le réchauffement de la planète, qui va entraîner à la longue un réchauffement de la mer Méditerranée, provoquera sans doute d'ici la fin du siècle plus de phénomènes de ce type. Les pluies seront plus abondantes, 15 à 25% de plus en hiver. Ces images spectaculaires d'inondations à Nîmes en 88 ou à Vaison-la-Romaine en 92 devraient donc se multiplier. Un mot encore donc, Patrice Drevet. Plutôt l'accélération, donc il faut s'attendre à d'autres... Accélération et intensification des phénomènes climatiques. Mais pour reprendre un exemple, 3 décembre 1976, après un été de canicule, eh bien, violente tempête un petit peu partout en France. Alors, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est cette accélération, cette intensification, tout simplement parce qu'avec un très léger réchauffement de la planète, eh bien, les contrastes thermiques s'accentuent et c'est là que les étés sont plus chauds, les hivers plus froids et les automnes plus humides. Nous sommes en plein dedans. Et à quand des palmiers sur les Champs-Élysées dans quelques années peut-être.
Merci Patrice de finir sur cette note plutôt agréable. On vous retrouve tout à l'heure pour le bulletin et puis nous ferons un dernier point sur cette situation à la toute fin du journal. L'autre actualité de cette journée, elle est d'abord judiciaire. À Draguignan s'est ouvert le procès d'un homme présenté comme un tranquille père de famille. Il doit répondre du meurtre du violeur présumé de sa fille. Elle avait 13 ans à l'époque et c'est elle qui avait désigné l'homme. Mais aujourd'hui, il existe un doute sérieux sur ces accusations. Zindine Boudaoud. Thierry Ferrer s'est fait justicier pour venger sa fille de 13 ans. 2 ans de détention n'ont pas ébranlé sa conviction. Il en est sûr, il a tué le violeur de son enfant. Son fils et son épouse partagent cette conviction. Sur le même banc, à quelques mètres à peine, le père de la victime assassiné à 22 ans par un homme aveuglé par la colère. S'il est coupable, il faut le punir, mais pas tuer. Thierry Ferrer a abattu Hichem Ziadi dans ce bar de la Seine-sur-Mer d'une décharge de chevrotine dans le dos. Le jeune Tunisien est mort parce que Virginie a confié à son père qu'Hichem Ziadi l'avait violé. Il la croit et il la croira de toute façon, quelle que soit l'issue de ce procès. Problème, l'adolescente est vierge et un examen ne relève sur elle aucune trace de violence. La cour d'assises ébauche le portrait d'une jeune fille fragile, perturbée, marquée par un lourd contexte familial. La mère a été violée, la tante a été violée, le petit-neveu a été violé. Je crois qu'on vit avec cette espèce d'ambiance, encore une fois, d'inceste, de viol, de violence, d'alcool. Et à un moment donné, cette jeune fille donc, est en fait le fruit de l'éducation des parents. Virginie a-t-elle menti à son père? La question lui sera posée demain matin par la cour d'assises. En attendant, le président de la Cour s'est adressé à Thierry Ferrer. Savez-vous, monsieur, que nul ne peut se faire justice soi-même, une justice sans enquête, sans appel, où la peine de mort est rétablie? Oui, a répondu tête baissée l'accusé. Ce nouveau drame qui implique des chiens de type Rottweiler à Rennes, un homme de 24 ans a été tué par 2 de ces animaux. Il s'était introduit par effraction dans les locaux d'une entreprise. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Une véritable souricière. Le terrain de l'entrepôt est totalement clos. Les murs hauts de 2,50 m sont impossibles à franchir. L'homme qui a pénétré dans le terrain de l'entreprise ignorait qu'il ne pourrait pas en ressortir. Il ignorait également que 2 Rottweilers montaient la garde en toute liberté. Ils ne lui ont laissé aucune chance. On a pris toutes les mesures de sécurité qui allaient avec, vous avez vu, enfin des chenilles, des sas, etc. On est assez protégés, on a tout fait bien et puis on n'a pas pu éviter cet accident, c'est malheureux. Vous ne regrettez pas le choix des Rottweilers? Après coup, bien sûr que si, je regrette le choix des Rottweilers. Oui, de toute façon, même ça aurait été des bergers allemands, on aurait su un jour qu'on aurait pu avoir un accident qui allait jusqu'à la mort de l'homme, bien sûr qu'on n'aurait même pas pris de chien à l'extrême. La victime avait quitté samedi soir l'hôpital psychiatrique tout proche. Inconnu des services de police, la tentative de cambriolage est peu probable. Il s'est peut-être perdu et a voulu couper au travers de la zone industrielle. Ce n'est que lundi après-midi que son corps a été découvert. Quant aux 2 Rottweilers, ils ont été euthanasiés. Jacques Chirac, après son détour par les Bouches-du-Rhône, est arrivé en Tunisie tout à l'heure pour une visite d'État de 3 jours. Il a été accueilli à l'aéroport par le président Ben Ali. Il sera question de lutte contre l'islamisme, on l'évoquait hier, mais aussi d'économie. La France est de très loin le premier partenaire économique de la Tunisie. Nouvelle manifestation aux abords du camp des soldats français à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Des manifestants qui demandent le départ de la France. Ils se réclament du président Laurent Gbagbo, mais ce dernier a condamné ces rassemblements organisés depuis 3 jours maintenant. Sur place, correspondance Éric Monnier, Bruno Giraudot. Un face-à-face, parfois tendu, parfois beaucoup moins. Pour cette 3e journée consécutive de protestation, un bon millier de manifestants devant le camp du 43e BIMA, la base permanente des troupes françaises en Côte d'Ivoire. Une manifestation organisée par les partisans du président Gbagbo, dont l'un des chefs avait même décidé de façon théâtrale de s'installer là pour la nuit en signe de protestation. Je suis venu demander aux militaires français de désarmer les rebelles ou de quitter la ligne de front pour que les patriotes ivoiriens et l'armée ivoirienne libèrent ce pays. Parce que les Ivoiriens sont fatigués de souffrir de cette guerre. À distance, les forces de l'ordre ivoiriennes contrôlaient la situation, mais sans intervenir, malgré l'interdiction officielle de toute manifestation publique jusqu'à janvier prochain. Par mesure de précaution, les écoles françaises d'Abidjan avaient reçu pour consigne de rester fermées aujourd'hui, comme le collège Jean Mermoz, déjà saccagé lors d'une autre manifestation en janvier dernier.
Nous avons eu les instructions hier soir de demander aux élèves de ne pas venir pour des raisons de sécurité tout simplement, et j'espère que ça ne sera que pour aujourd'hui, mercredi. La semaine dernière, à la télévision, le président Gbagbo remerciait la France pour son soutien à l'effort de paix. Aujourd'hui, ses plus chauds partisans la conspuent et demandent la reprise de la guerre sans être contredits. Ce matin, la presse proche du pouvoir demandait au président ivoirien de choisir entre ces deux options politiques. En Irak, il y a les armes et puis il y a les symboles. L'armée américaine a démonté 4 bustes géants de Saddam Hussein érigés en haut des palais présidentiels. La plupart des autres statues avaient déjà été démontées dans les premières semaines suivant la chute de Bagdad. Claude Sampère. Il trônait fièrement sur un des anciens palais de Saddam Hussein à Bagdad. 4 bustes géants en bronze représentant l'ancien numéro 1 irakien. Hier, avec des gros moyens, les Américains ont mis à terre l'une après l'autre ces 4 statues de plusieurs tonnes. Aujourd'hui se trouvent dans cet ancien palais de Saddam Hussein les bureaux de Paul Bremer, l'administrateur civil nommé par les Américains en charge de la reconstruction du pays. Je suis arrivé ici en mai dernier. Depuis 6 mois, je voyais ces statues tous les jours. Aujourd'hui, je suis ravi de les voir déboulonnées. Symboliquement, leur chute représente la fin de l'odieux régime irakien. Depuis qu'elles sont en Irak, les troupes américaines ont quasiment démantelé toutes les statues de Saddam Hussein à travers le pays. La traque du numéro 1 irakien, elle, se poursuit pour le moment, sans succès. En bref, l'affaire Executive Life, la France prend le risque d'un procès devant la justice américaine. Paris a refusé en effet de signer l'arrangement proposé hier. Le principal point d'achoppement concerne le cas de l'industriel François Pinault, à qui la justice de Californie réclame près de 200 millions de dollars. François Pinault, qui est aussi un proche de Jacques Chirac, c'est lui qui avait racheté la compagnie d'assurance Executive Life au Crédit Lyonnais. La France espère encore éviter les poursuites pénales et rouvrir la négociation. Les 20 ans de la marche des beurs, on en parlait hier. Jean-Pierre Raffarin a reçu à cette occasion une centaine de Français issus de l'immigration, ayant particulièrement réussi, des chefs d'entreprise notamment. Il a indiqué qu'un comité interministériel à l'intégration se tiendrait au printemps prochain et il a plaidé pour, je cite, une mobilisation positive, de préférence à la discrimination positive, formule employée, vous le savez, par Nicolas Sarkozy. Question maintenant, quel bilan font les premiers concernés, les marcheurs, de cette initiative lancée en 1983? Quel bilan font-ils aussi des 20 ans qui ont suivi? Reportage Émilie Lançon, Alexandre Cara. Presque tous étaient là il y a 20 ans déjà, à la tête de la marche des beurs. Aujourd'hui, ils se sont rassemblés à nouveau devant l'Assemblée et le constat est amer. À l'Assemblée nationale, comme vous voyez là derrière, il n'y a pas un seul maghrébin ou un seul citoyen de confession musulmane représentant plus de 6 millions d'habitants. Les politiques, et en particulier la gauche, a considéré que cet électorat était captif. Et donc ils n'ont rien fait parce qu'ils ont considéré que ça leur appartenait de droit et que c'était un fonds de commerce. Je me souviens d'une phrase du président Mitterrand qui nous disait « Je changerai votre vie ». Et je m'en souviens encore aujourd'hui. Et 20 ans après, rien n'a changé. Toujours rien, toujours de la discrimination. En 1983, comme lui, quelques marcheurs sont reçus par François Mitterrand. À Paris, plus de 100 000 personnes défilent pour l'égalité. La marche des beurs suscite un immense espoir. Espoir souvent déçu. Pourtant, le père Delorme, l'un des initiateurs de la marche, refuse aujourd'hui tout excès de pessimisme. L'immense majorité des musulmans de France et l'immense majorité des jeunes sont des jeunes ouverts. Ils ne sont pas pour un militantisme radical. Il faut faire attention aux étiquettes qu'on projette sur les autres parce que les autres finissent après par ressembler aux étiquettes qu'on leur a données. Loin des clichés négatifs sur les beurs, la réussite existe aussi. Farida, ancienne de 83, a monté son entreprise. D'autres sont journalistes, avocats, médecins, chercheurs. Donc on a les moyens aujourd'hui de peut-être d'influencer, je l'espère, les politiques, puisque de toute façon on vote. Les élections régionales de mars prochain seront aussi un test en matière d'intégration. Social en bref, avec cette nouvelle journée nationale d'action des étudiants contre la réforme d'harmonisation européenne des diplômes. Faible mobilisation là encore, ils étaient entre 1500 et 2500 à Rennes, d'où le mouvement est parti, et ici entre 800 et 2000 à Paris.
L'économie aussi avec le nouvel équilibre de l'édition française. Un accord est en passe d'être trouvé entre la Commission européenne à Bruxelles et le groupe Lagardère qui est en position de quasi-monopole après avoir racheté les actifs de Vivendi. Pour garantir la concurrence, le groupe a accepté de céder une grande partie de ses activités dans le secteur, 60% environ, notamment Bordas, Nathan, Belfond, le Robert, les presses de la Cité ou encore les éditions de la Découverte. La sécurité routière, avec l'arrivée des premiers radars automatiques sur le périphérique parisien. 5 appareils testés aujourd'hui. En fait, on sait très bien comment ils fonctionnent. L'opération avait un autre objectif. Diego Garcia, Mélissa Montero. Ils sont carrés et gris, mais ils peuvent briller de 1000 feux. À l'approche des fêtes, c'est une surprise, mais pas forcément un cadeau pour certains automobilistes parisiens. Pour moi, c'est vraiment prendre de l'argent aux gens très facilement. 5 radars fraîchement installés seront bientôt testés sur le périphérique parisien. Ici roulent plus d'1 million de véhicules quotidiennement et rares sont ceux qui respectent la limitation à 80 km/h. Une application stricte des règles représenterait des milliers d'automobilistes en infraction chaque jour. Impopulaire à quelques mois des élections régionales. Je pense que sur le périphérique, c'est une manne d'argent qui est très importante après pour le gouvernement, mais je pense pas que ça puisse résoudre les accidents ou quoi que ce soit. À 85 km/h, l'amende tombe. Si certains avaient émis la possibilité de tolérer une marge plus importante, pour la préfecture de police, pas question de déroger à la règle. Le périphérique est une voie dangereuse, elle est sinueuse par endroits, il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence, c'est une voie délicate. L'emprunt de cette voie est délicat, c'est dangereux, et donc il n'est pas envisagé de remonter la vitesse au-delà des 80 actuellement réglementaires. Les radars seront opérationnels le 10 janvier 2004. Un peu de répit pourraient penser certains, erreur, car en attendant, les contrôles de vitesse avec les radars mobiles seront renforcés. La santé et cette étude de grande ampleur sur la douleur, mal de dos, migraine. 1 Français sur 6 en souffre de façon chronique, les femmes surtout. La plupart ne sont ni soignées ni traitées. Stéphanie Davoigneau, Annie Triboire. Madame Loué, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous arrive ? Comme d'habitude, en fait, j'ai ma douleur là qui est revenue une fois de plus. La douleur est supportable. D'ailleurs, Isabelle Louet a fait avec pendant des années avant de consulter un ostéopathe. Pourtant, ce petit mal lui empoisonne l'existence. Cette douleur que j'ai qui revient régulièrement, c'est mon point sensible. C'est un peu mon signal d'alarme, c'est le signal d'alarme de mon corps qui me dit attention, tu es trop stressé, attention, tu es trop fatigué. En France, 7 millions d'adultes souffrent de douleurs chroniques, dont 5 millions quotidiennement. Mal au ventre, au dos, aux jambes. Ne sommes-nous pas des malades imaginaires ? 99% de mes patients souffrent vraiment. Et si je me permets de prendre leur douleur par-dessus la jambe, entre guillemets, je passe à côté de leurs problèmes. Dans ce centre de traitement de la douleur sont accueillis ceux qui ont épuisé tous les remèdes. Comme Annie Monteillet. Depuis sa fracture du poignet, elle ne peut plus se servir de sa main sans ressentir une douleur violente. J'ai l'impression tout simplement, quand je fais un geste, quand j'utilise mes doigts, de les avoir dans une prise électrique. Il y a un slogan qu'on entend tous, c'est aujourd'hui on n'a plus le droit d'avoir faim. Et bien aujourd'hui on n'a plus le droit d'avoir mal. On a les moyens, pas pour toutes les douleurs, mais on a les moyens appropriés pour certains types de douleurs, des moyens médicamenteux et d'autres moyens. Une lutte contre la douleur encore négligée, puisque 2 millions de Français ne se soignent toujours pas. Image rituelle maintenant de la sortie en France du dernier tome des aventures de Harry Potter, le 5e. C'était à minuit et 1 minute hier soir. Grosse opération comme d'habitude. Premier tirage 1 million d'exemplaires. Des dizaines de librairies avaient organisé des nocturnes pour satisfaire les fans ici sur les Champs-Élysées à Paris. Harry Potter qui est publié aux éditions Gallimard. Et avant de revenir aux inondations, cette exposition au musée d'Orsay à Paris, exposition de vieilles photos sur un thème qui redevient porteur, la famille. Il y a les photos des anonymes et des personnalités, Victor Hugo, Émile Zola par exemple. Sophie Jouve, Bernard Puissesseau. Dans les albums de famille, été après été, les enfants prennent la pause. De plus en plus naturellement parce que la photographie entre dans les mœurs. Dinettes, jeux de palais, bulles de savon, ce sont un peu les vacances de la comtesse de Ségur que l'on immortalise. Friande de ces moments intimes, Janine Niepce trouve ici ce qu'elle cherche à transmettre dans ses photos-reportages. On les laisse vivre.
Et ça, c'est formidable quand on fait des albums de famille, de prendre ses proches dans leurs activités. Un enfant en train de faire ses devoirs, le grand-père qui pêche, la grand-mère qui fait des confitures, je ne sais pas. C'est ça qui donne la vie. Pour la première fois, le musée d'Orsay nous fait découvrir la vie privée d'inconnus ou de célébrités. Victor Hugo, Pierre Bonnard photographient avec la même simplicité l'un son exil familial à Guernesey, l'autre ses petits bonheurs familiaux. Mais le plus souvent, pour la photo, on se met en valeur, on montre une harmonie plus ou moins feinte. Parfois d'ailleurs, on se laisse surprendre. C'est aussi quelque chose qu'on transmet, donc on doit aussi se transmettre à son mieux et montrer aux générations qui vont suivre combien la famille a su valoriser, mettre en œuvre un modèle agréable de bonheur et de joie. Les albums de la famille Meunier, ceux des chocolats, nous montrent les divertissements de la bourgeoisie d'avant 14. Ils nous permettent de décrypter les bonheurs et les ombres d'une époque. Qu'est devenu ce soldat en permission sur une plage normande? Cette famille russe a-t-elle survécu à la révolution de 1917? Aujourd'hui comme hier, ces photos de famille peuvent toucher à l'universel. Après tout, que voit-on ici? Sinon un père un peu âgé, fou d'amour pour ses filles. Que ce père s'appelle Zola, n'y change rien. Avant de refermer ce journal, un dernier point avec vous, Stéphane Breitner, sur les pluies dans le sud de la France. Vous êtes à Montpellier, mais on est inquiet aussi ce soir à Fourques et à Arles. Oui, exactement. Ici, on espère à Montpellier que le plus dur est passé, mais ce n'est pas le cas dans la région d'Arles, puisque le Rhône, qui a connu son débit record ce matin de 12 000 mètres cubes par seconde, continue de monter. L'eau serait maintenant à une quinzaine de centimètres du haut des digues, ce qui inquiète bien évidemment dans la région aujourd'hui. Puis, à quelques kilomètres de là, dans le village de Fourques, justement, une digue aurait cédé sur une vingtaine de mètres. Alors bien évidemment, toujours conditions de circulation très difficiles dans ces départements touchés par les intempéries. Toujours les mêmes conseils de prudence, essayer de rester chez soi, parce que Météo France prévoit une situation très délicate jusqu'à au moins demain midi. Merci Stéphane. Toute dernière synthèse, si vous n'étiez pas là au début de ce journal, je vous le rappelle, vous l'avez compris, que c'est la région de Montpellier et la Camargue qui ont été les plus touchées aujourd'hui. Il n'y a pas de nouvelles victimes à déplorer. Commentaire Loïc Delamornay, Samuel Humez. Évacuation du village. Évacuation du village. L'injonction du maire résonne dans le village de Combes, dans la région de Montpellier. Avec anxiété, les habitants regardent le niveau du Gardon qui grimpe de 5 cm tous les quarts d'heure. Et c'est reparti pour au moins 24 heures de galère. On s'est battu depuis hier, on se bat et finalement la maison, elle prend l'eau de partout, c'est une éponge. Dans toute la région, c'est la nuit des évacuations d'urgence et des dortoirs de fortune, dans des gymnases ou des salles polyvalentes. Au petit matin, les pompiers ferment la marche, laissant derrière eux des villages totalement déserts. Certaines communes se sont si vite fait prendre par les eaux que leurs habitants n'ont pas eu le temps d'être évacués. En cas de danger, il y a toujours l'ultime recours de l'hélicoptère. 12 appareils de l'armée sont présents sur les zones sinistrées. 10 000 personnes ont dû être évacuées ou mises en sécurité. Près de 300 routes ont été coupées, rendant certaines communes quasi inaccessibles, comme ici, à Moggio, qui s'est retrouvé encerclé par les inondations en quelques heures. Et c'est la course pour sauver ce qui peut encore l'être. À Montpellier, le stade est d'ores et déjà noyé, mais à Arles, pompiers et habitants se battent pour installer des digues de fortune en bord de Rhône. Le fleuve a atteint aujourd'hui un débit historique, plus de 12 000 mètres cubes par seconde. Jusqu'à présent, on a eu quelques inondations, mais pas comme ça quand même. Ah oui, il y a 52 ans que je suis ici, c'est la première fois que je vois ça. J'espère que c'est la dernière quand même. Ce soir, les inondations laissent derrière elles 5 morts et 19 départements touchés. La nuit s'annonce encore difficile. Selon Météo France, la situation devrait rester très critique, au moins jusqu'à demain, à la mi-journée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le bulletin complet de Patrice Drevet, 21h, un téléfilm inédit, La vie érotique de la grenouille, une trentenaire qui fait face au vide de sa vie sentimentale. Dernier journal, 1h-5, Jean-Claude Renaud, 1h20, des mots de minuit, Philippe Lefebvre, dès 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra Renaud Muselier. Et on se quitte sur ces images d'eau encore, mais beaucoup moins menaçantes. Un aquarium géant à Berlin. Il se visite en ascenseur. C'est un cylindre de 16 mètres de haut, un immeuble de 5 étages à peu près.
À demain.